Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Gaël, nous sommes en direct. Salut Alban. Salut Gaël, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce live LinkedIn et YouTube. Aujourd'hui, j'accueille Gaël Châtelain-Berry. Je suis très très heureux parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu un ponte du sujet du management. C'est comme tu y vas pour l'intro. C'est quelqu'un qui a bien roulé sa bosse et en tant que manager et en tant un peu que chercheur au fond autour de tous ces sujets-là. Et aussi, c'est quelqu'un que je suis en tant que podcasteur, parce que vous le connaissez sûrement déjà, mais il anime un podcast qui fonctionne bien, qui en est à combien d'épisodes ? Le 1600e sort lundi prochain. 1600. Donc voilà, de podcasteur à podcasteur, c'est un plaisir. Et juste la petite intro des nouvelles de Trouver sa voie. Simplement merci de votre fidélité. Merci pour les feedbacks, c'est bien parce que je commence à avoir des feedbacks négatifs. Donc ça fait un peu mal, mais à la fois ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde et ça c'est cool. Et donc continuez surtout à partager vos impressions, vos besoins et n'hésitez pas à poser vos questions aussi de carrière sur le lien parce que c'est une proposition que je vous fais depuis 2 semaines de dire vous pouvez poser des questions, on y répondra en direct ou en épisode et pour l'instant il n'y a pas de questions donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'en ai déjà assez dit. Bienvenue de nouveau Gaël parmi nous et je crois que j'aurais bien du mal à résumer ce que tu fais. Alors, j'ai envie de te laisser faire. C'est pas forcément bon signe, ça c'est toujours ce qu'on dit, c'est quand le titre sur la carte de visite est trop long, c'est vraiment il y a un truc un peu étrange. Non, mais on est tombé sur un mouton à 5 pattes. Non, mais avant j'ai été en entreprise pendant plus de 20 ans en tant que manager ou dirigeant, notamment dans les grands médias, TF1, Canal, Énergie, dans le public aussi. Et puis bientôt 10 ans, figure-toi. Je suis alors le résumé, ce que je mettrais sur ma carte de visite, c'est saltimbanque. J'écris des livres, donc là mon 15e livre sort en septembre sur comment est-ce qu'on gère les conflits au travail. J'ai écrit Mon boss est nul mais je le soigne, c'est là où j'ai été l'heureux papa du concept de management bienveillant. Donc ça c'est quand même une grosse fierté, mine de rien, parce que quand c'est sorti, on se moquait un peu de moi et maintenant c'est devenu un peu une évidence. Alors, ensuite on peut débattre sur le terme, mais bon ça c'est un autre sujet. Je suis conférencier. Je fais beaucoup de conférences chaque année sur plein de sujets différents. Je suis podcasteur, comme tu l'as très bien dit. Il y a 6 ans, grâce à la chaîne Info LCI, j'ai créé Happy Work. Maintenant, c'est un podcast indépendant. Il y a 2 épisodes par jour. Donc, effectivement, s'il y a certains de tes auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas Happy Work, ils n'ont que 1600 épisodes de retard. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Ça va, ils sont courts. Voilà. En plus, ce sont des épisodes courts. Et moi, j'ai un format qui est plutôt court, sauf une interview de temps en temps. Et enfin, alors je commence à me faire tout juste à ce mot. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Et finalement, je commence à me faire de plus en plus à ce mot parce que faut pas en avoir honte et je suis content d'avoir influencé certains dirigeants, certaines dirigeantes, certains DRH sur cette notion de bienveillance. Donc avoir de l'influence, c'est pas, voilà, je suis pas influenceur maquillage, pour résumer. Merci pour cette intro. Et aujourd'hui, on va essayer de craquer. Alors, comme d'hab, ça va être une posture basse. On apporte un regard, notre regard. Ça marchera peut-être pas pour tout le monde, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais nous, aujourd'hui, on veut essayer de répondre à cette question. Comment savoir si tu es fait ou faite pour manager ? C'est une question qui n'a pas de réponse toute faite, bien évidemment. Mais Gaël, il a des éléments à nous partager. À commencer par un premier regard sur est-ce que le management c'est la conséquence d'un tempérament, de compétences, ou est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui en France la récompense et une évolution? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Première question. Alors je pense que ma génération, donc la génération de vieux, qui ont commencé au siècle dernier, on a beaucoup pâti de ça. Le meilleur commercial ou la meilleure commerciale devenait directeur commercial. Le meilleur technicien, la meilleure technicienne devenait le patron de ces techniciens-là. Et en fait, on s'est aperçu, et on s'aperçoit encore malheureusement des dégâts que ça fait.
parce qu'être un très bon commercial ne veut pas nécessairement dire qu'on sera un très bon manager. Voire, je grossirais même le trait, parfois c'est un inconvénient, notamment dans les milieux d'ingénieurs. Alors, et là, c'est vraiment par expérience, pour avoir rencontré beaucoup de structures où on a du mal, quand on devient manager, à lâcher l'opérationnel. Et quand on est ingénieur, on a une compétence, on a un savoir reconnu, on a souvent beaucoup travaillé pour acquérir cette compétence. J'ai une formation commerciale, je dis pas que apprendre à vendre, c'est facile, mais entre travailler sur la fission nucléaire ou vendre des yaourts, il y a un petit décalage en termes de connaissances et donc D'expertise, quoi. Ouais. d'expertise. Ouais. Et plus on a d'expertise, plus on a du mal à lâcher cette expertise et à se dire, j'encadre des gens qui vont être meilleurs que moi sur cette expertise, ou tout du moins aussi bons que moi. Ou alors, s'ils sont moins bons, je vais leur laisser le droit à l'erreur et je vais pas faire à leur place. Donc, mais ma génération, voilà, c'est ça, ça a été, on me dit, si t'es pas, pour paraphraser un célèbre publicitaire, c'est dans ma génération, dans nos grandes écoles, on disait, si t'es pas manager à moins de 30 ans, t'as raté ta vie. Euh, Or, on s'aperçoit avec le recul aujourd'hui qu'on peut faire des carrières extraordinaires, s'éclater sans pour autant être manager. Et j'ai envie de te dire, je viens de réfléchir à ça, j'en suis le parfait exemple, parce que je suis rentré dans ce schéma-là pendant des années et des années. J'ai été manager, dirigeant, membre de comité exécutif de grosses boîtes. Maintenant, je suis indépendant, je manage moi-même. J'ai jamais été aussi heureux et épanoui de ma vie. Ma vie professionnelle prend un sens depuis une dizaine d'années. Comme quoi, ça doit pas être une finalité, mais véritablement une envie. Parce que pour autant, j'ai adoré être manager. J'ai adoré être dirigeant. Mais c'était pas mon karma. Mmh. Et pour toi, il y a eu un changement de paradigme là-dessus? Tu vois une différence aujourd'hui dans le marché du travail, dans le monde du travail? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on y est toujours un peu quand même. Ouais, je pense qu'ensuite il y a le raisonnement individuel et tout ce qui est sociétal. Bien entendu que être manager, c'est toujours valorisé. Mais les changements sociétaux, c'est long. Mais il y a une vraie lame de fond et je le vois dans les jeunes générations, jeunes diplômés des grandes écoles que j'ai pu faire. Ils sont pas dans la tête, majoritairement de se dire: «Je vais devenir manager» et il y a une très bonne nouvelle et c'est marrant parce que, il y a pas mal de journalistes qui ont analysé un sondage qui est sorti, je crois, il y a 1 an, qui disait, je crois, seulement 17% des jeunes diplômés souhaitent devenir manager. Quelle catastrophe! Ça montre à quel point le métier de manager, Oui, c'est de oui, la merde. c'est sous cet angle-là qu'on l'aborde aujourd'hui, en mode plus Et moi, je personne dis: ne veut «Quelle manager. bonne nouvelle!» parce que dans les entreprises, en moyenne, hein, il y a 15% de managers. Bah, c'est super. S'il y a 18% d'une tranche générationnelle qui veut vraiment devenir manager parce qu'ils sentent que c'est en eux, qu'ils ont ces compétences, qu'ils ont cette envie et que ça correspond exactement peu ou prou au pourcentage dont on a besoin de managers, c'est génial parce qu'il y a plein de gens, mais plein dans ma génération qui sont managers et qui auraient été beaucoup plus heureux sans être manager et qui auraient fait des tout aussi belles carrières. Donc ça va prendre du temps, c'est normal. Faut pas oublier quand même que toutes ces questions-là, mais on pourrait parler de plein d'autres questions, de l'égalité femmes-hommes, de la qualité de vie au travail, de toutes ces questions-là sont très récentes. En Mmh. fait, on a commencé à les aborder quand ma génération a passé les 40, 50 ans. Là, maintenant, ça semble une évidence pour les jeunes générations. Mais voilà, il va falloir que ma génération parte à la retraite et peut-être celle d'après encore pour que les consciences changent. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'individuellement, les gens peuvent pas se démarquer et faire véritablement ce qui les rend heureux. Moi, il y a un truc dont je suis certain, Alban, quand tu vois que 10%, entre 10 et 12% de tes auditeurs ou auditrices vont faire un burn-out, c'est la statistique, hein. Bah, j'ai envie de te dire que c'est pas mal si on prend soin de nous. Et il est vrai que le niveau de burn-out est plus élevé chez les managers et que voilà, c'est un choix de vie ensuite. C'est vraiment un choix de vie. Merci. Merci de ce partage. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint sur le direct. Donc, bonjour Nathalie, bonjour Alban, bonjour Jean-Yves. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Alors là, la question, c'est quoi un manager? Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions en vrac et puis on essaiera soit à la fin, soit au fur et à mesure d'y répondre. Jean-Yves, il va direct, hein, il dit, c'est quoi Là, un manager? t'as une réponse là-dessus sans qu'on passe non plus Oui, toute la session parce que non, non, mais une on est là pour réponse. du concret, mais ouais. À partir du moment où tu encadres une personne, même si c'est un stagiaire ou un alternant, tu es manager. En fait, un manager, c'est quelqu'un qui va avoir une responsabilité de quelqu'un. Voilà,
la définition la plus simple. Alors ensuite, quels sont les rôles divers de manager? Je pourrais en parler effectivement pendant des heures. Mais quand il y a des gens qui me disent ah bah non, moi je suis pas manager, j'encadre qu'un stagiaire. Bah si, t'es manager, littéralement. Manager, c'est pas forcément être un grand patron ou une grande patronne. C'est à partir du moment où tu as un impact sur la vie professionnelle de quelqu'un, tu es manager. J'aime bien cette réponse parce qu'elle est simple. Et tu vois, aujourd'hui, on peut gérer des boîtes en solopreneur ou autre, on peut gérer des projets, puis on peut gérer des gens, des hommes, des femmes. Toi, ce que tu dis, c'est pas, dès que tu gères des gens, t'es manager, quoi. Que ce soit une personne ou 300. Oui. Bah, moi, vu que je travaille seul et je me suis posé la question il y a 3-4 ans de monter une boîte, je ne manage que moi, pour autant, je ne suis plus manager. Parce qu'il y a quand même une pression pour avoir encadré des petites et des très, 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 très grosses équipes. Il y a une responsabilité très forte vis-à-vis des gens que tu encadres. Euh, et qu'est-ce que je suis bien sans cette pression? Ouais. Ouh. Ouais. Et tu vois, ça fait écho à ce que nous écrit Nicolas qui dit, manager une équipe ou un projet. Pour moi, quand tu manages un projet, pas la responsabilité de la vie des gens, parce que c'est des prestats. Enfin, ça va être t'as pas la responsabilité hiérarchique, même s'ils sont salariés, quoi. Alors, ça va dépendre, Alban, parce que maintenant, tu as quand même de plus en plus de managers de projets qui managent en transverse, en interne. Et donc là, il y a une forme de management. Ensuite, on pourrait faire la différence entre le management direct et le management transversal. Pour autant, pour un manager de projet en interne, pour moi, c'est à peu près la même problématique. Moi, j'ai Ok. vu des managers de projet qui ont traumatisé en interne des développeurs, mais traumatisés. Donc, à partir du moment où on a un impact sur les gens, je pense qu'on définit manager, que ça soit management direct ou transverse. Merci pour la nuance. Alors, comme on va essayer de respecter le timing d'une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, ce concept de management bienveillant, alors ça va être dur de résumer un livre et tout un concept en 5 minutes, mais qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel pour toi? Alors, j'espère que mes éditrices ne m'écoutent pas. J'ai pas besoin d'acheter mes livres, en fait. Bah, si, quand même, hein. Tonner argent. En fait, ça tient en une phrase, le management bienveillant. C'est en tant que manager, ne jamais faire à quelqu'un dans mon équipe quelque chose que je n'aimerais pas que mon propre manager me fasse. Euh, Est-ce que j'aime quand mon manager arrive en retard à une réunion que j'ai organisée? Non, bah je le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager me gueule dessus si j'ai fait une erreur au lieu d'être constructif? Non, bah je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager m'appelle le samedi soir à 22 heures pour me parler d'une urgence? Non, bah je ne le fais pas, etc., etc. Le management bienveillant, en fait, c'est un truc que j'ai créé il y a un peu, bientôt 10 ans, qui est ancré dans le bon sens. C'est uniquement du bon sens de relations humaines. Et il y a un truc qui est très étrange, Alban, je trouve, c'est je pense qu'on a toutes et tous reçu une éducation, pour la majeure partie, hein, bienveillante, où on nous apprend à être poli, à pas voler le jouet de notre camarade, à pas taper sur notre camarade. Tout ça, on l'a appris, nos parents nous l'ont appris. Et il y a un truc qui bascule quand on entre dans le monde du travail, on revient au monde animal. Quand tu sais que la première source de démotivation en France, c'est le fait que les managers ne disent pas bonjour aux membres de leur équipe, j'ai envie de te dire, mais c'est pour ça que Tellement vrai. non, mais c'est pour ça que l'expression Ouais. what the fuck a été inventée. Comment tu peux ne pas dire bonjour à des gens? Donc voilà, c'est quand je dis c'est du bon sens, mais c'est au-delà du bon sens, c'est de l'éducation et on a tous et toutes les règles de la bienveillance en entreprise, mais on les oublie parce que on a des schémas mentaux qui vont dire bah, si tu montres que tu es dur et que t'as pas d'émotion, tu vas être plus crédible. Et ça, c'est les archétypes des années 80 et 90. Où on avait des images de dirigeants et dirigeantes qui étaient, enfin, c'était Terminator. Ça a un peu évolué. Ouais, donc, non, mais l'idée que tu amènes ici, c'est que la politesse dans la vie privée et familiale, elle est pas innée, elle est acquise, clairement. La bienséance, le respect, c'est des trucs que tu apprends à l'école, dans ta famille et autres. Ton point ici, c'est de dire que de la même façon, c'est tout un apprentissage à faire dans le monde de l'entreprise. Comment manager Mais la avec... formation est, ouais, la formation joue un rôle absolument fondamental. Je parlais du burn-out tout à l'heure. Très honnêtement, le premier rempart contre le burn-out, ce sont les managers. Il y a un truc qui est tout con. Si tu dis tous les jours, si tu vois chacune des personnes dans ton équipe pour dire bonjour, comment ça va, et que t'attends la réponse. C'est tout con, hein, mais d'attendre la réponse, qu'on a cette phrase un peu mécanique, hey, salut, ça va, et que t'attends la réponse, et que t'as prévenu ton équipe que si ça va pas, ils ont le droit de le dire. Eh ben, si quelqu'un me dit, bah, écoute, non, ça va vraiment pas pour X raison,
je peux dire à la personne, écoute, on va essayer d'alléger tes tâches pendant X jours, le temps que tu règles ton truc. Mais voilà, c'est de la responsabilité. C'est la plus belle chose. Un manager n'est rien sans son équipe. C'est Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui disait, si tu veux que tes salariés prennent soin de ton entreprise, prends soin de tes salariés. On peut même remonter à Adam Smith au XVIIIe siècle, le premier théoricien du capitalisme qui parlait déjà de ça. Donc c'est du bon sens. Un manager sans son équipe n'est rien. Or, on sait qu'une équipe, si elle est bien dans ses baskets et qu'elle est bien dans sa tête, elle sera plus productive, plus loyale, plus créative, elle est plus tout. Et c'est pour ça que manager, c'est un métier extraordinaire où il y a beaucoup de pression, mais pour anticiper un petit peu ce qu'on va dire après, je crois que la première des choses pour être un bon manager, c'est d'aimer les gens. Je sais que ça fait très bisounours, hein, mais si t'aimes pas les gens, faut pas être manager. Certainement pas. Ouais, en effet, on va rentrer dans le vif du sujet. Simplement, je rebondis sur ce que tu disais sur le burn-out et juste d'écouter comment vont les gens. Moi, je suis assez surpris de voir que quand tu demandes à quelqu'un tu lui demandes si ça va, il te répondra toujours ça va. On a ce biais-là en France et je trouve que ça vaut le coup de remplacer par d'autres termes, tu vois. Dire, Ouais, trouve un sauf mot, si le quoi. manager, Ouais. tu sais, Mm. a très clairement précisé avec son équipe que si ça va pas, ils ont le droit de le dire, que le manager, euh, tu vois, par exemple, Fiat au Brésil, depuis des années, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans, un ouvrier, quand il rentre dans l'usine, a le choix entre 3 boutons. Vert, tout va bien. Orange, pour une bonne nuit, le petit dernier a fait ses dents, mais je peux travailler. Rouge, ça va pas. Sur une année, 80% des ouvriers ont appuyé au moins une fois sur le bouton rouge. Mais si tu appuies sur le bouton rouge, c'est pas sans conséquence, c'est pas pour faire des stats. Tu es reçu immédiatement et par le manager et par un représentant des ressources humaines. Mm. Ce qui fait qu'ils peuvent gérer. Déjà, ils disent, vous avez le droit de pas bien aller. Vous avez le droit de le dire, vous serez pas puni. Par contre, on va vous accompagner. C'est toute la différence d'essayer de faire en sorte que ce soit plus tabou. Là, j'ai fait un sondage sur les signaux faibles, sur le burn-out. Non, sur les signaux faibles en entreprise, où le burn-out n'est abordé, je crois que dans 20% des entreprises. Rien n'empêche un manager de parler de burn-out au sein de son équipe et de dire, faites attention aux signaux faibles. Si vous sentez que vous commencez à être crevé, à avoir du mal à vous lever le matin, ce genre de choses, il faut en parler. Et c'est là où, parfois, tu sais, après mes conférences, il y a des gens qui viennent me voir en disant, oui, mais moi, j'aimerais bien être bienveillant. Mais mon chef, il l'est pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être bienveillant avec ton équipe, en fait? Qu'est-ce qui t'empêche, dans ton équipe, de faire des règles de fonctionnement, de relations humaines, même si toi, tu souffres de ton manager au-dessus, c'est pas, tu sais, c'est un peu le principe des, malheureusement, les parents maltraitants ont souvent été des enfants maltraités. C'est pas parce que j'ai été un salarié maltraité que je dois maltraiter mes équipes. Je trouve que c'est une excuse qu'on utilise encore trop, trop souvent. Ça rejoint ton premier point, donc, de notre vraie question qui est comment savoir si moi, je suis fait ou je suis faite pour ça. Premier point que tu amènes, c'est est-ce que tu aimes la potentielle équipe avec qui tu vas bosser, quoi? Est-ce que tu aimes le fait Ouais, et c'est de pour ça que bosser je vais avec les gens? répondre ça fait le lien avec une question que Marc-Antoine pose qui dit: «Le bien-être personnel mis en avant ne pousse-t-il pas à l'individualisme?» Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, être manager, c'est profondément s'intéresser à chaque individualité. Le grand changement du management entre le siècle dernier et maintenant, c'est avant pour manager, tout en haut, tu décidais d'une politique qui s'appliquait à tout le monde, sans exception. Aujourd'hui, il faut s'intéresser aux individus. Et c'est pas parce qu'on est devenu plus humaniste. Il faut pas oublier un élément qui est vraiment très important. Moi, je suis diplômé d'une grande école de commerce en 1992. Quand je suis rentré en classe prépa, on m'a dit, tu verras, tu auras 25 propositions de job avant même ton diplôme. Eh ben non, parce qu'on avait du chômage à 2 chiffres, c'était chômage de masse, et la France a connu un chômage de masse pendant des années et des années. Aujourd'hui, du fait de la pyramide des âges et de la réduction du chômage, un gamin qui est jeune diplômé, il a le choix. Il dit, mais moi, j'ai des envies différentes de mon voisin, je veux qu'elles soient respectées. J'ai envie de faire du flex horaire ou du flex office ou tout ce que tu veux, je veux ce choix. Donc, il y a une pression de la part des salariés qui est beaucoup plus forte parce que aujourd'hui, pour recruter, c'est pas simple et pour fidéliser, c'est pas simple. Et donc, ça oblige les entreprises. Alors, c'est un peu cynique que ça soit pas par humanisme, mais malheureusement, ça saurait quand on sait que la qualité de vie au travail est apparue en France seulement en 2008, donc un des derniers pays à le faire. Tout ça parce qu'il y a eu une vague de suicides chez France Télécom et chez Renault. On est en réaction systématiquement. Et là, on est dans une réaction sur le bien-être au travail, sur le management bienveillant, sur toutes ces questions, parce que c'est galère de fidéliser les gens.
Ce que tu dis m'amène une idée marrante. Alors ça va peut-être faire hurler certaines personnes, notamment des RH, Vas-y, fais hurler. mais j'ai le sentiment que les gens vont dans les RH parce qu'à la base ils veulent aider et accompagner. Il y a souvent un sentiment profondément humain qui donne envie de faire des RH. Ce qu'on trouve sur le terrain, c'est l'inverse, c'est qu'on met en place des process à l'échelle d'une boîte qui sont autant humains que possible, mais qu'il y a une vraie frustration de dire je peux pas faire autant d'humains que je le voudrais. Il y a une part de process, surtout quand tu es dans une dimension très administrative des RH. Je trouve que c'est de À moins quel en point? moins vrai, Alban, et je trouve que le Covid a vraiment changé ça et les RH. J'entends beaucoup de grosses boîtes ou de boîtes moyennes qui commencent à mettre les RH véritablement au cœur des stratégies parce que les boîtes s'aperçoivent, mais sans salariés, on marche pas. Et ce qui était moins le cas quand on était en chômage de masse avant le Covid. Les RH, alors il y a eu beaucoup de burn-out chez les RH, qu'ils en ont bien chié pendant la pandémie, comme on dit. Mais bien sûr qu'il y a des process. Enfin, je pense que quand tu es des RH de la BNP ou de la SNCF, je peux pas y aller à la one again comme moi j'adore les patrons ou patronnes de start-up de 20 personnes qui expliquent la vie à d'autres DRH de boîtes de 10 000 personnes. Oui, quand tu es 10 000, tu as un petit peu plus de process. Pour autant, euh, l'humain est de plus en plus central. Ça c'est même pas Ouais, non, débattre. bien sûr, je le constate aussi. Mon point, c'était de dire que l'impulsion RH, c'est une impulsion humaine, et l'impulsion managériale, à la base, ne l'est pas forcément, alors qu'au fond, sur le terrain, le manager se retrouve à faire de l'humain du matin au soir, alors que c'était pas forcément le deal à la base sur une fiche de poste. C'est ça que Hmm. dont je prenais conscience en t'écoutant. Tu vois. Euh, euh, quoi d'autre pour toi? Qu'est-ce qui peut aider un auditeur, une auditrice qui est, par exemple, à une croisée des chemins? On lui dit, bah, écoute, Alors moi, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, Alban, mais vraiment, c'est pour les managers, et ça je l'ai constaté. Je travaillais pas dans des CHU, tu vois, j'ai jamais sauvé de vie. Quand tu travailles chez TF1 ou Canal+ ou Énergie, tu sauves assez peu de vies. Et je me rappellerai toujours, c'était chez TF1, il y a Patrick Lelay, donc à l'époque PDG de TF1, qui a dit écoutez, chez TF1 on sauve pas de vie. Vous avez le droit de faire la gueule une fois par an, mais ce jour-là, vous restez chez vous. Au moins le message était clair. Euh, et je trouve que cette capacité à résister à la pression de la part des managers est quelque chose d'essentiel. Parce que bien sûr qu'il y a de la pression. Un manager, c'est souvent entre le marteau et l'enclume. D'un côté, son équipe, de l'autre côté, sa propre hiérarchie, ce qui est pas simple. C'est hyper compliqué d'être manager, faut pas se mentir. Et je le dis souvent dans des conférences, je dis, mais excusez-moi, mesdames et messieurs les managers, qui a eu un flingue sur la tempe pour accepter son poste? Ils me regardent tous avec un air, personne. Ben voilà, vous avez le choix. Mais ce choix, oui, c'est compliqué d'être manager, c'est super dur. Et je pense que la capacité à résister à la pression, à rester calme. Je compare, c'est souvent les managers à un pilote d'avion. Imagine, tu es dans un avion. Bah, il peut arriver que le pilote prenne le micro pour dire, mesdames et messieurs, merci de regagner vos places et d'attacher vos ceintures. On va traverser une zone de turbulence. Moi, je crève de trouille en avion, mais je me dis que la personne qui est aux commandes assure. Ça se trouve, il sait qu'on va crever, mais il me le dit pas. Imagine la même situation, tu es dans ton avion et tu as le pilote qui prend le micro pour hurler, on va tous crever. Je rentre dans une panique totale. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme d'appétence sadomaso pour la complexité quand tu deviens manager, parce que tu vas devoir gérer des individualités. Tu sais, on me sort souvent, oui, mais moi, je veux bien être un manager bienveillant, mais dans mon équipe, il y a des gens pas bienveillants. Et c'est ton taf, gars, justement, d'amener ton équipe à devenir bienveillante, à avoir les comportements que toi, tu attends. Et d'être suffisamment courageux pour dire à une personne, je n'accepte pas ce comportement. Dans mon équipe, ça ne se passe pas comme ça. Donc oui, c'est dur. Il faut savoir résister à la pression. Il faut jamais s'énerver et il faut être capable d'aborder les problèmes de façon zen. Et en fait, j'ai commencé, je crois, à devenir un bon, pour ne pas dire très bon manager. Je devais avoir 29 ans, je pense. Et j'ai pris une décision dans ma vie. J'étais quelqu'un de très nerveux et j'ai pris la décision de ne plus jamais m'énerver. J'y arrive à peu près. Peu près. Et c'est vrai que cette décision de toujours prendre les choses calmement, c'est pas forcément donné à tout le monde et tout le monde n'en a pas forcément, encore une fois, tout le monde n'en a pas forcément envie. en fait, dans ce que tu dis, j'entends que souvent, on va se poser la question du management sous l'angle de la compétence. Est-ce que, enfin, en tout cas, je pense à des coachés, par exemple, qui me disent, voilà, je sais pas si j'ai l'envergure pour ce poste, etc. Tu ramènes la question à est-ce que je peux faire
un bon tampon humain, en fait, entre une hiérarchie et des équipes? Est-ce que Mmh. je peux être une oreille attentive? Ça déplace un peu le curseur, je trouve, de façon intéressante. Ce sont des compétences aussi, l'empathie, l'écoute, le fait de rester zen, ce sont des compétences, bien sûr. Et ça s'apprend. Mais ça s'apprend ça, ouais. Mmh. Mais j'aimerais rebondir sur une remarque, de Philippe là, qui dit: «Un manager bienveillant qui est lui-même managé par un manager autoritaire n'est-il pas dans l'obligation de se soumettre ou de se démettre?» Et là, ma réponse, elle est très claire, c'est se démettre. Alors ça dépend de l'âge ensuite et ça dépend de la situation. C'est parce que j'ai démissionné, moi ça m'est arrivé une fois de partir d'un groupe parce que, on m'avait demandé de faire des fours en écriture et j'ai refusé et j'avais dit: «Bah non, tant pis» et on m'a dit: «Bah tu vas te faire virer». Je fais: «OK». À un moment, faut être courageux et quand j'entends des gens surdiplômés de moins de 35 ans qui disent: «Ah bah, j'ai pas le choix d'être un enfoiré parce qu'au-dessus, on me demande d'être un enfoiré», je pense qu'il faut réapprendre cette capacité à dire non et cette capacité à demander des explications, à dire: «OK, tu veux que je fasse plus 30 sur mes objectifs et que j'épuise mes équipes? Explique-moi comment, pourquoi?» Et d'avoir c'est hyper facile d'être manager, juste, d'avoir le titre, le salaire et derrière de se dire: «Bah, je vais faire qu'appliquer ce qui se passe au-dessus». Non et au-dessus, ils attendent des managers. J'entends beaucoup je voudrais pas noircir le tableau, parce que j'entends beaucoup de dirigeants et de dirigeantes me dire: «Mais on attend de nos managers qui nous remontent des infos, qui challenge nos décisions, qui nous proposent des solutions aussi». Heu et c'est là où je parle d'un monde qui est en mutation, parce que là, ça peut paraître manichéen, Alban, et ça l'est pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. On est dans un monde en mutation où on est passé d'un monde où tout venait du haut à quelque chose où le participatif devient de plus en plus important. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une personne in fine qui prenne et assume la décision. Parce que je sais pas si tu as remarqué, si jamais personne ne prend vraiment la décision, si jamais il y a une merde, personne n'est responsable. C'est toujours bon d'avoir une forme de responsabilité. Ça, c'est une autre difficulté du manager d'ailleurs, d'assumer ses erreurs, d'assumer les décisions. Euh, et j'ai perdu le fil, mais je peux parler pendant 4 heures si tu as envie. Non, mais je rebondis sur une question d'une personne qui dit: «Des conseils pour affronter les problèmes de façon zen». Et moi, en voyant cette question, je pense à ce que tu viens de dire. Je crois qu'assumer le fait qu'on peut pas, que tout n'est pas rose tout le temps et qu'on peut pas tout faire, ne pas mettre sous le tapis, en fait, ni vis-à-vis de Et puis, son hiérarchie, ni de son équipe. et se poser la question de façon très objective, est-ce que le monde va s'effondrer? Quelle est la conséquence? Moi, je me rappellerai toujours, j'avais une collaboratrice, je voyais qu'elle elle travaillait de plus en plus, énormément, et elle finissait ses journées à 19h30, 20h. Et ça durait depuis une semaine ou deux. Puis je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je fais: «Mais je suis à la bourre sur mes dossiers». Je fais: «Mais qu'est-ce qui va changer si ton dossier, il est prêt demain ou après-demain? Factuellement». «Ah bah non, j'ai promis». Bah, OK, tu promis, mais peut-être qu'il va falloir que tu réapprennes à donner des échéances plus raisonnables. Parce qu'on a cette tendance, quand on est professionnel, à se dire: «Plus je vais vite, plus on me considère comme étant un bon professionnel». Le rapport au temps doit évoluer aussi. Heu et en fait, je l'ai forcée à partir plus tôt chez elle et à laisser tomber des dossiers ou à les retarder, et il y a pas mort d'homme. Et en fait, pour rester zen, je pense qu'un manager doit justement relativiser. Tu sais, je vais te raconter une anecdote, c'était, dans un énorme CHU en région. Avant la conférence, je vois le professeur en neurologie. Donc le type, il opère des cerveaux. Et j'ai dit: «Professeur, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est dans mes conférences, parfois, je dis: "On sauve pas de vie, donc il faut relativiser". Je peux pas dire ça chez vous, parce que littéralement, vous sauvez des vies». Et là, il me regarde, il me fait: «Gaël, je vais vous dire quelque chose. Moi, je le dis à mes équipes. On sauve des vies dans la salle d'op. Par contre, dès qu'on est sorti, on ne sauve pas de vie, donc je ne veux personne qui gueule. Je ne veux personne de stressé. Et sur ces deniers personnels, et je te parle d'une histoire qui a déjà, c'était avant le Covid. Sur ces deniers personnels, ils payaient des coachs sportifs pour que les gens en sortie de salle d'opération puissent aller se défouler. Mais il disait, moi, en dehors de la salle d'op, je sauve personne. Hein. Je ne sauve personne. Et donc, voilà, je trouve que ce recul-là, je pense que c'est une des grandes qualités du manager. C'est d'avoir cette capacité de prise de hauteur. Mais au même titre que je te disais, un pilote d'avion, j'ai pas envie qu'il hurle dans le micro, on va tous crever. Un manager, s'il n'a pas cette capacité de recul, va amplifier le mouvement de panique de l'équipe. Si mon manager est en mode panique face à un problème, pourquoi moi, dans son équipe, je rentrerai pas en mode de sur-panique? Bien sûr. Concrètement, tu as des critères, tu vois, du style, une certaine capacité à faire tampon, à prendre du recul,
côté un peu plus genuine, j'ai pas le mot en français, mais d'aimer les gens, quoi. Hein? Ouais. Pardon? Authentique. Authentique, c'est ça, une envie authentique d'avoir son équipe, d'avoir des gens dont la vie nous intéresse. Spécifiquement pour quelqu'un qui nous écoute et qui pourrait se dire, ok, j'hésite, je sais pas, est-ce que, enfin, pour moi, il y a deux questions. Tu vois. Encore une fois, comment on peut savoir quoi d'autre? Puis j'aurais une deuxième question après, c'est quand tu te rends compte qu'en fait c'est non, bah comment t'évolues? Ça, pour le coup, Mmh. il y a pas de réponse toute faite, mais voilà. Mais comment on peut le savoir? Je pense que les gens qui se posent la question ont une intuition de: «J'ai vraiment envie de le faire» et j'ai envie de te dire, peu importe la motivation, dans l'absolu, j'ai envie de te dire, il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Bah, j'ai envie d'être manager pour gagner plus d'argent». Pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Ensuite, il faut être conscient qu'il va y avoir d'autres éléments. Mais par contre, derrière, et ça, c'est ce que je te disais quand on préparait cet entretien, faut avoir le courage, si jamais on fait le choix de devenir manager et que, de facto, OK, je gagne plus d'argent, mais sur tel et tel élément, je suis malheureux ou malheureuse comme les pierres, d'avoir ce courage de se dire: «Ah, c'était pas la bonne direction et je suis prêt ou prête à revenir en arrière». Donc je pense qu'effectivement, essayer, mais dès le début, en envisageant la possibilité de: «Qu'est-ce que je fais si ça ne me plaît pas?» Et déjà de calculer le coup d'après, c'est peut-être une des meilleures méthodes. Moi, ça m'aura pris, presque 30 ans, un peu, ouais, entre 20 et 30 ans pour réaliser que, être manager ou dirigeant, c'était pas forcément le truc, qui me faisait le plus de bien. Mais je pense qu'on peut être plus rapide. Et ensuite, comment faire carrière sans être manager? Il y a tellement de, tu sais, ça dépend en plus qu'est-ce qu'on met derrière ce mot «faire carrière». Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'épanouissement Ouais, personnel? non, je pense qu'il faut recadrer un peu le truc. T'as raison. Pour moi, c'est plutôt, je te prends un scénario. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs. J'ai testé le management. J'y suis allé parce qu'on me l'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas. Puis de toute façon, parfois faut enfiler le costume Mmh. pour savoir si on le porte bien, quoi. Donc, Tout à fait. sinon on se pose mille questions. Donc j'ai essayé. Après 3, 4 ans, je vois que j'ai des feedbacks qui sont mitigés des autres et moi je me sens pas bien surtout. Ok, tu vois, c'est dans ce sens-là. Comment je peux continuer à évoluer financièrement, intellectuellement, sans forcément entreprendre, parce que si l'alternative c'est l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu chaud. Tu vois, Mais c'est c'est quand même hyper pas si simple intéressant. cette question. Tu sais, Alban, c'est hyper intéressant ce que tu poses et il faudrait des heures pour en parler. Tu as dit évoluer financièrement. Je pense qu'on ne fera pas l'économie dans 2, 3 générations de se dire, mais est-ce qu'il faut vraiment évoluer financièrement? J'assistais à une table ronde et je participais à une table ronde il y a 2, 3 semaines sur l'emploi des seniors. Et j'assiste à toute la table ronde, c'est moi qui faisais la conclusion de toute cette matinée. Pas une seule fois, pas une seule fois sur l'employabilité des seniors n'a été évoqué le fait, mais s'il y a tant de plus de 50 ans qui se font virer, c'est parce qu'ils coûtent cher. Ouais. Tu veux dire il faut savoir voir son salaire comme quelque chose qui n'est pas que évolutif vers le haut et qu'il y a Mais je pense que la des question, c'est de se fluctuations? dire: «Pourquoi?» Mais vraie question, hein. En fait, cette réflexion m'est venue à un moment, je disais: «Mais, à un dirigeant d'un grand cabinet conseil, quelle est la différence entre un consultant célibataire sans enfant de 30 ans et un consultant célibataire sans enfant de 50 ans?» Et là, la réponse, mais directe du dirigeant: «Le prix». Pourquoi il virerait pas celui de 50 ans? C'est cynique. Mais à contrario, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi celui de 30 ans est pas payé comme celui de 50? À un moment, il faut se poser des questions et en se disant peut-être, comme le fait le Japon d'ailleurs, sur certains secteurs, ou comme le font quelques toutes petites entreprises. Là, par contre, faut pas, où ils se disent, bah, tout le monde est payé au même salaire, quel que soit le métier. Par contre, il y a des critères sur, bah, si tu as un enfant, tu as plus 10%. Si, enfin, voilà, plein de critères qui vont faire qu'effectivement, ton salaire va augmenter, mais pas nécessairement sur une base d'ancienneté. Mais au même titre, Alban, combien de managers ont été nommés parce que, ah, bah, c'est le plus ancien. Pourquoi? C'est pas parce que tu as 20 ans d'expérience que tu seras meilleur que la personne qui en a que 10 pour être manager. Donc, je pense que là, pour répondre à la question, et je suis désolé, mais c'est vraiment un tout autre débat où il y a des En réflexions effet. de fond. Et puis alors là, on parle pas de 2 ou 3 générations. Je pense qu'avant qu'on mette en place un système sociétal où justement la rémunération n'évolue pas nécessairement avec l'ancienneté, mais avec ta situation de vie, parce que c'est clair, là je le vois, hein, j'ai un de mes garçons qui a fait ses études à Londres, je peux te dire qu'en termes de pouvoir d'achat, c'est pour tout à fait la même chose, hein. Mais une fois qu'il sera plus à ma charge, de facto, j'aurai moins besoin d'argent.
Et peut-être qu'il faut commencer à réfléchir, mais de façon sereine, hein. Mais avant de mettre ça en place dans des boîtes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, oui, je pense que c'est 3-4 générations. Mais je pense qu'il faut se poser ces questions. Et pour rebondir sur le fait de vouloir être manager ou pas, euh, ou de faire carrière ou pas, je pense qu'il faut sortir dans le raisonnement tout ce qui est évolution de rémunération, très honnêtement. Je pense que si c'est le moteur, c'est dangereux. Ça me parle ce que tu dis parce que je trouve que depuis quelques années, l'argent et le travail sont complètement décorrélés. Tu peux gagner 400 000 euros en 2 ans parce que l'immobilier a triplé et tout comme ta REM peut faire des hauts et des bas. Enfin, tu vois, j'ai le sentiment que aujourd'hui, t'as les gens qui travaillent pas, qui font beaucoup d'argent dans la crypto ou autre. T'as les gens qui bossent comme des malades, qui arrivent pas à finir le mois. Donc, en effet, ça me parle quand tu décorrèles le travail, enfin, le salaire du travail et de l'ancienneté, etc. Mais en effet, c'est un autre débat. Ouais, oui, mais je pense que ce qui est important derrière ce mot faire carrière, je pense que c'est vraiment le bien-être psychologique et physique qui est fondamental. Moi, je connais quelques personnes qui ont testé d'être manager et qui étaient tellement malheureux, qui se sont dit non, moi je vais revenir en arrière parce que mon bien-être est plus important que toute autre chose. Ensuite, la question de qu'est-ce que je vais faire pour remplir véritablement mon esprit et donner du sens à ma vie, c'est encore un autre sujet. Mais c'est ce sur quoi il faut travailler. Je sais que j'ai adoré être manager parce que fondamentalement, j'aime les gens. Fondamentalement. Et là, pourquoi est-ce que je surkiffe le métier que je fais? Quand je sais que tous les jours, il y a plusieurs milliers, des milliers de personnes qui écoutent mon podcast et qui m'envoient des messages pour dire, bah, ça m'a vachement aidé, merci et compagnie. Même une fois c'était hier dans la rue, une femme qui m'arrête en disant, Gaël, je veux vous dire que vous m'avez tellement aidé pendant cette phase de burn-out. Je la connaissais pas, mais je me sens utile et j'aime ça. Bah, je pense que c'est ça qu'il faut chercher. C'est se sentir utile et trouver une activité qui fait sens. Ça l'a été pendant des années pour moi en étant manager. Et il y a des gens qui sont très heureux en tant que manager, mais je pense que si on s'éclate pas en tant que manager avec tout ce qu'il y a de bon et de pas bon, on n'est pas un bon manager. Je pense qu'un manager qui est sous stress en permanence ne peut pas. Une équipe ressemble à son manager de toute façon. Un manager qui fait la gueule du matin au soir, l'équipe fera la gueule du matin au soir. Un manager pessimiste, son équipe sera pessimiste. Donc si on veut avoir une bonne équipe, bah, faut être un bon manager, faut être exemplaire en toute chose. Merci pour ces partages. Et je trouve que en conclusion, tu vois, cette histoire de séparer les finances du management et de la carrière, c'est quand même pas neutre parce que même si c'est dans un futur lointain, au fond, tu as utilisé le mot revenir en arrière. J'ai un ami qui est manager, puis en fait, ça le faisait pas, il est revenu en arrière. Ah, du coup, tu as aussi un retour en arrière potentiellement financier sur le PNL d'une boîte. Et donc, comment est-ce que tu vas intellectuellement trouver d'autres leviers et pourquoi pas financièrement d'autres leviers, quitte à avoir plusieurs activités ou à, en fait, tu vois, ça reste une réalité. Quelqu'un qui fait marche Mais arrière va se poser ces questions, quoi. il y a des boîtes qui indirectement le font depuis des années. Quand je suis arrivé chez TF1, je te parle d'un truc qui remonte à plus de 20 ans, hein. J'ai été appelé par le comité d'entreprise qui m'annonçait, je sais plus combien c'est, je crois que c'était 40% de mes frais de garde qui étaient pris en charge par l'entreprise. C'était pas du salaire direct, certes. 40% des frais de garde quand tu es à Paris, dire que c'est un vrai gros truc. Mmh. Donc il y a plein de moyens ensuite pour se dire, travaillons sur quelle est la situation personnelle et la personne devient manager. Est-ce que ça doit avoir impérativement un impact sur le salaire? Oui, probablement, parce que tu as des responsabilités sur les gens. Mais est-ce que peut-être il faut des périodes d'essai, non pas pour punir, mais de dire, bah, essaye, vois si ça te plaît véritablement. Je pense qu'il y a un raisonnement de fond, mais qu'aujourd'hui, on traite tellement d'urgence que ce sont des sujets tellement de fond, tellement impactants d'un point de vue sociétal, que c'est pas la priorité. Enfin, aujourd'hui, ça ne peut pas être la priorité. J'adorerais que ça le soit, mais à titre individuel, je pense que, et là, je vais peut-être dire je vais dire un gros mot allemand. T'es prêt? Vas-y, je suis habitué. Je pense qu'il faut que Sur ce chacun métier. d'entre nous, on développe une nature optimiste, fondamentalement. Et je sais qu'en France, dire qu'on est optimiste, c'est un gros mot. Mais on est en France quand même, bordel, quoi. Enfin, c'est pas pareil de se poser des questions. On se pose des questions nantis, là. Faut trouver du sens au travail, mais il faut avoir conscience. Faut pas culpabiliser d'être nanti. Il faut être conscient qu'on a ce panel de possibilités et être très optimiste quant à sa propre vie.
j'ai connu des moments où je galérais, mais financièrement, où ça a été putain de galère, parce que maintenant, il y a plein de gens qui me disent, oh, c'est trop cool, t'as fait 15 livres, tu fais des conférences, t'as un podcast à succès. Ouais. C'était un travail de chien. Il faut être prêt à ça. Et c'est un choix. Mais d'avoir la possibilité de faire ce choix. Enfin, mais quel pays propose ça? Enfin, je rappelle que le premier investisseur chez les indépendants qui se lance, il s'appelle France Travail, ex-Pôle emploi. Grâce à la loi. Oui, on est sponsorisé clairement par. Non, mais on est sponsorisé, mais il faut avoir de la gratitude par rapport à ça et regarder toutes ces questions-là de façon très détendue, parce qu'on a la chance d'être dans un pays. Alors, t'as peut-être des auditeurs et auditrices qui sont pas français, mais quand je parle à des Belges, par exemple, ils disent, mais vous réalisez pas, les Français, la chance que vous avez, parce que vous avez un panel de possibilités qui est beaucoup plus large que dans d'autres pays. Alors, je te parle même pas si t'es né en Ukraine aujourd'hui. Enfin, voilà, mais c'est vrai qu'on est dans une période où j'ai l'impression que tout le monde est très stressé. Puis alors toute une frange de la société a raison. Enfin voilà, la population de LinkedIn, c'est pas la France, ça se saurait. Mais je trouve que justement, on doit avoir un rôle, là en l'occurrence sociétal, pour dire mais si je commence à me poser cette question, peut-être que je devrais diffuser un petit peu plus d'optimisme que je ne le fais aujourd'hui. Parce que encore une fois, gérer sa carrière, si on commence à se poser cette question au lieu de se poser la question comment je paye mon loyer à la fin du mois, c'est que globalement, on n'a pas trop de problèmes. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est une question de besoins primaires cochés ou non, et vraiment, quoi. Ouais. Non, mais on revient à ça, hein, bien sûr. En conclusion de tout ça, si tu devais résumer all in one là, l'approche de dire OK, allez, parce que j'aime bien amener vraiment du concret, et c'est ce que tu as fait, je te remercie. T'as soulevé plusieurs points et c'était intéressant. Imaginons le scénario de quelqu'un qui nous écoute, qui dit, là, on me propose d'être contributeur individuel dans une boîte ou d'être manager d'une équipe, ma première équipe. La question, le mot de la fin, ce serait quoi? Ne jamais avoir de regrets, en fait. Mais par contre, toujours envisager l'échec. Et surtout dans sa carrière professionnelle. Mais c'est vrai aussi dans nos vies personnelles. Enfin, si on prenait pas de risques dans nos vies personnelles, on n'aurait pas de compagnon, pas de compagne. Enfin, voilà, c'est un moment. Tout est question de prise de risque et d'envisager l'échec. Donc, si cette personne se pose la question entre quelque chose d'individuel et manager et que ça le titille et il se dit, mais ouais, j'ai de l'appétence pour les gens, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien les aider, je sais que je vais rester calme. Enfin, voilà, 2-3 trucs. Là, en l'occurrence, il peut toujours acheter un de mes bouquins pour se poser des questions sur quelles sont les vraies qualités et de prendre le risque. Mais de pas considérer, si jamais au bout d'1 an ou 2, il se dit, bah non, finalement, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, et ben de se réorienter vers autre chose. Et ouais, il y a une association dont je parle toujours parce que je la trouve géniale, qui s'appelle Lavarap, Lavarap. S'il y a certains de tes auditeurs auditrices qui se posent des questions sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie professionnelle, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs. Et moi, c'est un process qui dure 6 mois, ça coûte que dalle, parce que c'est une assoce qui existe, je veux pas te dire de bêtises, je crois depuis 30 ans, et qui est extraordinaire. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est faut pas avoir peur. Je déteste cette expression de zone de confort parce que c'est cool d'avoir une zone de confort. Honnêtement, c'est super cool. C'est pas une obligation de sortir de sa zone de confort et c'est pas une honte de pas vouloir en sortir. En aucun cas. Mais si on est prêt à en sortir, ben, faut être prêt à y re-rentrer. Merci. Il va falloir que j'apprenne à faire des réponses courtes. C'est bien. Non, mais écoute, on est dans les temps. Merci Gaël. On va raccrocher le micro là. Mais merci à tous celles qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci si tu nous écoutes toi dans ta voiture ou en faisant un footing en version podcast. Et surtout, merci Gaël pour ton temps. Je sais que tu es débordé. Et donc, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci Alban. À la prochaine. Et je raccroche. Salut tout le monde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.